Au printemps 1943, le ghetto de Varsovie devint le théâtre de l'une des rébellions les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Encerclés par des années de faim, de déportation et de terreur, des milliers de personnes piégées à l'intérieur du ghetto décidèrent de se soulever contre leurs oppresseurs. Avec peu d'armes et confrontés à des conditions de vie difficiles, ces combattants improvisés transformèrent les ruines en tranchées et résistèrent à la machine de guerre nazie avec un mélange de rage et de dignité. Jürgen commandait l'opération. Stroop, il mena une répression méticuleuse et brutale. Jour après jour, ses troupes rasèrent le ghetto pâté de maison après pâté de maison, utilisant lance-flammes, explosifs et exécutions sommaires pour écraser toute résistance. Lorsque Stroop ordonna la destruction de la grande synagogue de Varsovie le 16 mai, il le fit en symbole de la victoire nationale-socialiste. L'occupation nazeuse qui a démantelé une nation entière. En 1934, après un an au pouvoir, Adolf Hitler et le maréchal polonais Józef Pilsudski signa un pacte de non-agression entre l'Allemagne nazie et la Pologne. Jusque-là, les relations étaient tendues. L'Allemagne exigeait la restitution des territoires cédés à la Pologne pendant la Première Guerre mondiale suite au traité de Versailles. Les partisans d'Hitler d'avant-guerre ne soutenaient donc pas cette décision. Pour les citoyens allemands, il était important de reprendre possession de provinces comme la Prusse occidentale, Poznań et la Haute-Silésie. Cependant, Hitler ignora ces opinions car il avait des intentions cachées derrière ses actions. Son objectif, avec ce pacte, était de neutraliser la possibilité d'une alliance militaire franco-polonaise contre l'Allemagne. Cela aurait sérieusement entravé son objectif de réarmement après cette guerre fatidique. De son côté, la France, comme la Grande-Bretagne, menait une politique étrangère d'apaisement. Après les tensions passées, ils aspiraient à maintenir la paix en Europe par des concessions limitées aux exigences allemandes. C'est pourquoi ils acceptèrent certaines modifications des clauses territoriales et militaires du traité de Versailles. Aucune des deux nations ne se sentait encline à faire la guerre à l'Allemagne, préservant ainsi l'harmonie continentale. Durant cette période, les autorités britanniques et françaises acceptèrent que l'Allemagne abroge les restrictions imposées à ses forces armées en 1935. Un an plus tard, elles autorisèrent la remilitarisation de la région de Rhénanie et, en 1938, elles ne s'opposèrent pas à l'annexion de l'Autriche. Hitler profita de la passivité de ses collègues et utilisa leurs menaces pour déclencher une guerre contre la Tchécoslovaquie afin de signer les accords de Munich. Ce document prévoyait la cession des Sudètes, une région frontalière de la Tchécoslovaquie. En échange, le chancelier allemand promit de résoudre pacifiquement tous les conflits futurs. Cependant, sa promesse fut de courte durée. En mars 1939, les hommes d'Hitler démantelèrent la Tchécoslovaquie. Entre-temps, de hauts responsables français offrirent des garanties quant à l'intégrité du territoire polonais. Cependant, Hitler n'avait pas les mêmes plans. Il était déterminé à ne pas dévier de son objectif. Le 28 avril 1939, il annonça son retrait du pacte de non-agression signé avec la Pologne. Peu après, Hitler signa un pacte avec l'Union soviétique. Hitler et Staline y convinrent secrètement du partage du territoire polonais, ce qui donnait au chancelier allemand le pouvoir d'attaquer la Pologne sans craindre l'intervention de l'armée rouge. Pour justifier l'attaque, la propagande nazie accusait la Pologne de persécuter les Allemands de souche vivant sur son territoire. Elle affirmait également à tort l'existence d'un plan secret entre la Pologne, la France et la Grande-Bretagne visant à encercler et à démembrer l'Allemagne. Les SS, en collaboration avec les forces armées allemandes, organisèrent une fausse attaque contre une station de radio locale et accusèrent les Polonais d'en être les auteurs. Hitler profita de cette situation factice pour avertir qu'il lancerait une campagne de représailles. Aux premières heures du 1er septembre 1939, l'Allemagne lança une attaque surprise sur le territoire polonais. Plus de 2000 chars, appuyés par environ 900 bombardiers et plus de 400 avions de chasse, pénétrèrent sur le territoire polonais pour commencer l'occupation. Durant toute l'invasion, l'Allemagne déploya 60 divisions et 1,5 million d'hommes. Les forces hitlériennes arrivèrent de Prusse orientale et d'Allemagne au nord et de Silésie et de Slovaquie au sud. Elles franchirent rapidement les défenses polonaises et avancèrent vers Varsovie lors d'une offensive d'encerclement massive.
La réaction des autorités polonaises fut lente, condamnant l'armée à se déployer en position de désavantage absolu. Il est important de noter que l'armée polonaise ne disposait pas d'une quantité importante d'armes et d'équipements modernes. De plus, elle disposait de peu d'unités blindées et motorisées. Les 300 avions qu'elle possédait furent pour la plupart détruits en quelques jours. Cependant, malgré une puissance d'armement nulle, l'armée polonaise répliqua et infligea même de lourdes pertes aux divisions allemandes. Quelques semaines plus tard, les hommes atteignirent leur objectif et vainquirent leurs ennemis. Cette stratégie rapide fut connue dans le monde entier sous le nom de Blitzkrieg, qui signifie « guerre éclair ». Techniquement, il s'agit de lancer une attaque surprise avec un nombre important de forces concentrées dans des unités blindées, capables de se déplacer rapidement tout en bénéficiant d'une impressionnante puissance aérienne. Le 3 septembre, les dirigeants de la France et de la Grande-Bretagne envisagent cette situation et déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. Cependant, cette aide ne suffit pas, car, pendant que la Pologne se bat, l'Union soviétique commence son invasion par l'Est, obligeant le gouvernement polonais à fuir le pays. Le 27 septembre 1939, après un bombardement acharné, la ville de Varsovie capitula devant les Allemands. Hitler et Staline respectèrent leur pacte de non-agression et, 2 jours plus tard, se partagèrent à la Pologne, marquant le Boug comme ligne de démarcation. Le 6 octobre 1939, la dernière résistance polonaise prit fin. En octobre de la même année, Hitler et son Allemagne annexèrent directement les anciens territoires polonais le long de sa frontière orientale. La Prusse occidentale, Poznań, la Haute-Silésie et l'ancienne ville libre de Danzig. Le reste du secteur polonais occupé par l'Allemagne, qui comprenait des villes comme Varsovie, Cracovie, Radom et Lublin, fut organisé au sein du Général-Gouvernement, ou gouvernement général, dirigé par le gouverneur général civil Hans Frank, également avocat du parti nazi. Le ghetto de Varsovie est né. Après l'occupation, Hitler, avec le reste des dirigeants nazis, commença à planifier l'isolement de la population juive de Pologne. À partir du 1er décembre, selon les nouvelles lois de Nuremberg, les Juifs furent obligés de porter un brassard blanc orné d'une étoile de David bleue. De plus, ils n'étaient pas autorisés à utiliser les transports en commun ni à exercer certaines professions. Ils n'étaient pas non plus autorisés à fréquenter les parcs ou les restaurants. Le 16 octobre 1940, suite à des divergences d'opinion entre les autorités, dont Adolf Eichmann, le gouverneur général allemand de Pologne, Hans Frank, créa le ghetto de Varsovie, qui occupait 2,4% du territoire. À cette époque, il comptait 380 000 habitants. C'était le plus grand ghetto de Pologne, avec 30% de la population concentrée. Quelques mois plus tard, en mai 1941, ce nombre atteignit 445 000. Au cours des 18 mois suivants, des centaines de Juifs de la ville et des villes allemandes furent relogés de force dans le ghetto. La population du ghetto continua à se maintenir malgré les conséquences de la faim et des maladies, comme la fièvre typhoïde qui sévissait dans le ghetto. Les rations alimentaires étaient limitées à seulement 184 calories. En comparaison, les Polonais non-juifs consommaient 1800 calories et les Allemands 2400. Le 16 novembre 1940, les Allemands fermèrent l'accès au ghetto. Ils l'encerclèrent d'abord de barbelés, puis construisirent un mur de 3 mètres de haut et de 18 km de long. Au sein du ghetto, les Juifs s'organisèrent pour maintenir l'ordre et assurer un fonctionnement stable. Des organisations et institutions, telles que divers mouvements de jeunesse et le Judenrat, Conseil juif, existaient également. Ils cherchèrent ainsi à lutter contre les conditions de vie inhumaines auxquelles ils étaient soumis. Outre la faim, la surpopulation des logements, l'inactivité de certains et les mauvaises conditions de travail d'autres furent les principaux facteurs de formation de ces groupes. L'une des mesures les plus importantes prises par le Judenrat fut de réduire le nombre de personnes par dortoir, le ramenant à 7. Il prit également en charge les hôpitaux et les orphelinats du ghetto. L'un d'eux, connu sous le nom de République des enfants, était dirigé par l'éducateur Janusz Korczak, qui fut déporté à Treblinka en 1942 avec d'autres architectes de ces organisations. Korczak fut assassiné au camp d'extermination de Treblinka la même année. Comité mixte américano, juif, connu sous l'acronyme CENTOS,
organisaient des cantines où des bols de soupe étaient distribués gratuitement, ainsi que d'autres denrées alimentaires. En 1941, le Santos avait nourri les 2/3 de la population du ghetto de Varsovie. Dans ce contexte, les résidents créèrent un journal en 3 langues, yiddish, hébreu et polonais. Ils continuèrent à commémorer diverses fêtes juives traditionnelles et organisèrent des réunions avec des rabbins dans des maisons privées. Parmi les prisonniers se trouvaient des dizaines de violonistes, joueurs de divers instruments à cordes et à vent, anciens musiciens de jazz et membres de petits orchestres. Ils organisèrent secrètement des concerts pour divertir les autres prisonniers. Des expositions et des pièces de théâtre furent également organisées. Le 20 janvier 1942, à la suite de la conférence de Wannsee, le haut commandement nazi décida d'exterminer tous les Juifs d'Europe dans le cadre de ce qu'il appela la « solution finale ». La construction du camp d'extermination de Treblinka commença rapidement, en mai 1942 et fut inaugurée en juillet de la même année. Le 22 juillet débuta la grande déportation. Tous les Juifs furent déportés, à l'exception des travailleurs des usines allemandes, du personnel hospitalier juif, des membres de la police juive et de leurs familles, des membres du Judenrat et de leurs proches. Chaque jour, la police juive devait amener environ 6000 Juifs au point de rassemblement, appelé Umschlagplatz, situé à côté des voies ferrées de la Transfertelle. Si cela n'était pas fait, les commissaires juifs savaient que les Allemands fusilleraient des centaines d'otages, dont l'épouse d'Adam Tcherniakov, premier dirigeant du Judenrat. Le 23 juillet, Tcherniakov se suicida, laissant une note disant « Je n'en peux plus. Mon acte montrera à tous ce qu'il faut faire. » Tcherniakov refusa de remettre aux nazis une liste contenant des milliers de noms d'enfants destinés à être déportés et massacrés. C'est pourquoi il choisit de hâter sa fin. Après cette tragédie, les suicides devinrent monnaie courante. Les prisonniers juifs ne supportaient plus les mauvais traitements qu'ils avaient subis et soupçonnaient le pire à venir. Le jour même du suicide du chef du Judenrat, la résistance juive s'est réunie et a décidé de ne pas se révolter, car elle pensait être envoyée dans des camps de travaux forcés et non dans des camps d'extermination. Au 21 septembre, plus de 260 000 personnes avaient été déportées à Treblinka et, dans une moindre mesure, à Majdanek. Entre août et septembre, les Allemands et les Alliés prirent une part plus directe dans les déportations, augmentant le nombre de Juifs que la police juive pouvait transporter. Comparé aux quelques 65 000 déportés par les Alliés, les forces nazies en transportèrent plus de 142 000 en août et près de 56 000 en septembre. Entre le 6 et le 11 septembre 1942 eut lieu la phase finale de la première déportation massive. Durant cette seule période, près de 36 000 Juifs furent déportés, plus de 2 600 exécutés et 60 se suicidèrent. Après cette première phase, il restait environ 55 000 prisonniers dans le ghetto. 30 000 hommes travaillaient dans diverses industries allemandes et 20 000 se cachaient. En revanche, 8 000 Juifs étaient cachés à l'extérieur du ghetto de Varsovie. La résistance juive commence à s'organiser. Au cours du second semestre 1942, la résistance juive clandestine se regroupa en 2 grandes organisations. Tout commença lorsque les jeunes du groupe Hashomer Hatzer, un mouvement de jeunesse juive sioniste socialiste, déclara en mars de la même année « Nous savons que le système hitlérien de meurtres, de massacres et de vols mène constamment à une impasse et à la destruction totale des Juifs. » Cet article fit naître la nécessité de créer un groupe d'autodéfense. Après une réunion organisée le même mois, avant les déportations, l'organisation Hashomer fut créée. Hatzer proposa la création d'une organisation d'autodéfense. Cependant, le Bund, mouvement communiste juif non sioniste, rejeta cette proposition, estimant que le projet échouerait sans l'aide des groupes de résistance polonais qui avaient jusque-là refusé toute collaboration avec de telles causes. De leur côté, les dirigeants du Judenrat se rangèrent du côté du Bund, estimant qu'il n'existait aucune preuve d'une menace de déportation. Ils craignaient également des représailles collectives contre la communauté juive. Le 23 juillet 1942, les différentes factions politiques clandestines se réunirent secrètement, mais ne parvinrent pas à un consensus. Quelques jours plus tard, le 28 juillet, des représentants des organisations sionistes du Hashomer se réunirent. Hatzer
Abonim Dror et Bnei Akiva s'est réuni séparément des partis et a créé la Żydowska Organisation Bojowa, ou Organisation juive de combat, connue sous le nom de Zobe. Ce groupe comptait entre 220 et 500 membres. La Zobe était principalement composée de membres de ce qu'on appelle en hébreu les Tnuat. Noar, acronyme de mouvement sioniste juif, est une organisation éducative créée par et pour les enfants et adolescents juifs. Son objectif est de transmettre diverses valeurs pour le développement éducatif, social et idéologique de ses membres, en mettant l'accent sur le sionisme. Soupçonnant Hitler et ses hommes de vouloir exterminer tous les juifs du ghetto de Varsovie, les membres du Zobe commencèrent à réorienter leur éducation et leur culture vers l'enseignement de l'autodéfense et de la lutte armée. Leur tentative de convaincre les générations plus âgées échoua, car elles crurent aux rapports allemands, qui dissimulaient l'objectif d'extermination derrière la déportation. Itzhak Kuckerman, connu sous le nom d'Yitzhak Zuckerman ou encore sous son surnom Dantek, était le chef du Zobe. Il décrit ainsi les conditions de création de cette organisation. Lors de cette réunion, les groupes de jeunes décidèrent de fonder l'organisation de lutte juive, seuls, sans parti politique ni soutien du Judenrat. Des représentants du Zobe furent transférés du côté arien de Varsovie. L'objectif était de nouer des liens avec les groupes de résistance antifascistes polonais comme l'AKA, Armia, Krajowa. Cependant, cette tentative échoua non seulement parce que l'AKA n'était pas suffisamment armée, mais aussi parce qu'elle rejetait l'idéologie de gauche du Zobe et son penchant pour le modèle soviétique. Le Zobe publia rapidement de la propagande exhortant les Juifs à prendre les armes et à ne pas se laisser anéantir si facilement. Notre devise doit désormais être « Soyons intelligents et mourons comme des hommes, ne nous laissons pas massacrer comme des moutons », pouvait-on lire sur leur tract. L'un des plus grands exploits du Zobe fut de blesser grièvement le chef de la police juive, un collaborateur nazi. La police juive était composée de juifs, mais supervisée par des nazis. Les habitants du ghetto de Varsovie considérèrent cela comme une trahison et perdirent confiance en la police. Le Zobe commença à les considérer comme des collaborateurs et promulgua des décrets stipulant qu'il exécuterait quiconque aiderait les nazis. Les forces nazies réussirent à capturer des responsables du Zobe et à les charger de procéder à des déportations. L'organisation fut plongée dans le désarroi, mais un équilibre fut retrouvé grâce à une alliance avec des groupes juifs de Hanoar, Hatzioni et Gordonia. Simultanément, un groupe de non-sionistes du Bund les rejoignit, et Mordechai Anielewitsch, ancien directeur de Hashomer Hatzair, devint le nouveau chef. Plus tard, un autre infiltré fut découvert comme informateur pour les nazis. Il s'agissait du docteur Alfred Nossig, un homme vénéré au sein de la communauté. Le 18 janvier 1943, les forces nazies lancèrent une deuxième vague de déportation. Parmi les condamnés se trouvaient des membres du Zobe, dont Anielewitsch, qui s'était volontairement camouflé. Après un signal, ce groupe rebelle marcha en formation et combattit les nazis sous la menace des armes. La colonne se dispersa et le Zobe gagna en notoriété. Jusque-là, il n'avait pas été très populaire dans le ghetto, les citoyens ordinaires faisant davantage confiance au Judenrat. Après le suicide de Tcherniakov, les Juifs du ghetto perdirent espoir. La découverte du Zobe leur apporta un nouvel espoir, marqué par la rébellion armée. Une autre organisation qui a suscité l'enthousiasme des gens était le ZZW, Żydowski Związek Wojskowy, c'est-à-dire l'Union militaire juive, qui comptait un nombre similaire de membres que le ZOB. Les dirigeants et membres du ZZW étaient convaincus que pour gagner, ils devaient résister agressivement à l'oppression. Leurs armes se composaient principalement de pistolets et de revolvers, d'engins explosifs artisanaux et de cocktails Molotov. Le ZZW était mieux armé que le Zobe, car il disposait de contacts clandestins hors du ghetto, comme l'AKA. Emanuel Ringelblum, un historien juif polonais qui avait réussi à s'échapper du ghetto mais qui fut découvert puis assassiné en 1944, visita une armurerie du ZZW dissimulée au sous-sol de la rue Muranowska. Dans ses notes, il écrit « Ils étaient armés de revolvers à la ceinture. Dans les pièces spacieuses étaient accrochés divers types d'armes, mitrailleuses légères, fusils, revolvers de divers types, grenades à main, sacs de munitions, uniformes allemands, etc. Tout cela fut utilisé au maximum lors de l'action d'avril. Durant mon séjour là-bas, un achat d'armes fut effectué auprès d'un ancien officier de l'armée polonaise pour 250 000 de zlotys.
Un acompte de 50 000 zloty fut versé, 2 mitrailleuses à 40 000 zloty pièce, ainsi qu'une grande quantité de grenades à main et de bombes furent achetées. Les membres du ZOB et du ZZW tinrent plusieurs réunions dans le but de parvenir à un accord et de fusionner en une seule organisation pour faire face à un nouveau défi, le soulèvement du ghetto de Varsovie. Cependant, le ZOB se considérait comme l'organisation principale du ghetto, tandis que le ZZW estimait bénéficier d'une meilleure formation, d'une meilleure éducation et d'un armement supérieur. Le ZZW cherchait à mener l'action en raison de sa préparation militaire supérieure et, de ce fait, désapprouvait le stockage des armes des insurgés dans des entrepôts communs. Le ZOB exigeait également qu'en cas d'alliance, les subordonnés du ZZW le rejoignent individuellement et non en tant qu'organisation complète. Parallèlement, le ZZW se méfiait du Bund, qui entretenait des relations étroites avec le ZOB grâce à ses contacts avec les socialistes polonais. De ce fait, une telle alliance n'existait pas et les deux organisations continuèrent leurs activités séparément. Le 21 janvier, après avoir capturé entre 5 000 et 6 000 habitants du ghetto pour les déporter, les soldats allemands décidèrent de suspendre les déportations. Les groupes de résistance se réjouirent de cette nouvelle, estimant avoir franchi une étape importante. Cependant, conscients de ne pas pouvoir faire confiance à l'ennemi, ils construisirent des bunkers et des abris souterrains au cas où les nazis décideraient de réactiver une dernière déportation et qu'un soulèvement s'avérerait nécessaire. La ZZW et le ZOB avaient raison. Le soulèvement du ghetto de Varsovie allait devenir réalité. La dernière bataille du ghetto de Varsovie. Le 19 avril, Pessa, la Pâque juive, commençait. Même en période d'hostilité, les Juifs du ghetto observaient leurs coutumes et traditions, trouvant une raison de célébrer dans l'obscurité. Les forces allemandes profitèrent de ce relâchement et entrèrent dans le ghetto au matin. Comme prévu par les officiers allemands, les rues du ghetto furent désertes. Les habitants restants se réfugièrent dans des cachettes ou des bunkers. Marek, l'un des survivants de l'après-guerre, et Edelman, qui faisait partie de la résistance, a déclaré ce qui suit dans une interview réalisée par la journaliste Hanna Kral en 1977. Ce jour-là, la liquidation du ghetto devait commencer. Nous avons reçu des appels téléphoniques du côté arien nous informant que les Allemands se préparaient déjà, qu'ils avaient déjà encerclé les murs. Le soir du 18, nous nous sommes retrouvés tous les 5 chez Anielewicz, avec tout l'état-major. J'étais peut-être le plus âgé. J'avais 22 ans. Anielewicz avait 1 an de moins. En bref, nous avions à nous 510 ans. Au bruit des bottes de plus de 2000 soldats, suivis de violents échanges en allemand, la ZOB et la ZZW se mirent en état d'alerte, prêtes à résister. Le commandant Mordechai Anielewicz commandait les quelques 70 combattants juifs, armés de fusils, de quelques armes automatiques, de pistolets et de grenades artisanales. Bien que les Allemands s'attendaient à rencontrer une résistance de la part des prisonniers, ils furent surpris de constater qu'ils étaient prêts au combat. Dès le début, le commandant SS Jürgenstrup rapporta la perte de 12 hommes tués et blessés. La réaction allemande survint le 3e jour. Les forces de police et la brigade de Strup attendirent le 21 avril pour faire preuve de rigueur. Elles pénétrèrent férocement dans chaque maison, bunker et cachette. La résistance lança des attaques sporadiques en quête de protection. Les jours passèrent et les rues du ghetto furent jonchées de décombres. Le 8 mai, Anielewicz et ses hommes combattirent des dizaines de soldats allemands, mais ils furent incapables de contrer leur puissance. Anielewicz fut tué sur le coup au 18, rue Mila. Peu d'hommes purent résister, mais certains survécurent près d'1 mois. La ville était en ruine, mais aux yeux de Strup, il manquait une dernière occasion. Plongé dans une haine profonde, il ordonna la destruction de la grande synagogue de la rue Tlomaki. Le 16 mai, Strup rapporta avoir capturé plus de 50 000 juifs et détruit 7 000 bunkers. Après d'intenses combats, les Allemands l'emportèrent. Strup envoya une photographie à Himmler et laissa le message suivant. Le ghetto de Varsovie n'existe plus. Certains chefs de la résistance se donnèrent la mort, préférant la mort immédiate à la capture. 7 000 juifs furent assassinés dans les chambres à gaz de Treblinka. Près de 42 000 furent déportés vers le camp de concentration de Lublin, Majdanek et les camps de travail forcé de Poniatowa, Trawniki, Budzin et Krasnik. Nombre d'entre eux furent tués lors de l'opération Fête des moissonneurs
en novembre 1943. C'était le nom de code de l'extermination de tous les Juifs de Lublin. Cette opération débuta le 3 novembre et visait à instiller la peur chez ceux qui se rebellèrent contre eux. En assassinant systématiquement les Juifs, ils cherchaient non seulement à les terrifier, mais aussi à empêcher une nouvelle campagne de résistance. Cependant, cette opération ne fut pas seulement déclenchée par le soulèvement du ghetto de Varsovie. Dans toute la Pologne, les Juifs se révoltaient pour sauver leur vie. Avant les meurtres de la fête des moissonneurs, à l'automne et au printemps 1943, outre Varsovie, un groupe de Juifs de la ville de Białystok résista aux Allemands. Le 2 août de la même année, les prisonniers juifs du camp d'extermination de Treblinka combattirent les nazis en quête de liberté. Le 14 octobre, les prisonniers organisèrent un soulèvement qui aboutit à l'évasion de 300 prisonniers, dont 58 survécurent à la guerre. Après les soulèvements de prisonniers de Treblinka et de Sobibor, les camps d'extermination d'Action furent créés. Reinhard a été liquidé. Sur ordre du chef SS Heinrich Himmler, la fête des moissons a commencé le 3 novembre, lorsque plus de 43 000 personnes, n'ayant pas réussi à s'échapper des camps, ont été liquidées. Des officiers SS et la police ont encerclé les camps de travail de Trauniki et de Poniatowa. Ils ont rapidement rassemblé tous les Juifs et les ont fusillés dans des fosses spécialement creusées. À Majdanek, les forces nazies ont séparé les Juifs du reste des prisonniers, les ont rassemblés avec d'autres détenus de divers camps de travail de la région de Lublin, les ont conduits dans des tranchées et les ont tués. À Majdanek et à Trauniki, les officiers allemands ont diffusé de la musique forte sur les haut-parleurs afin que les autres prisonniers n'entendent ni le bruit des armes ni les cris des victimes. À Poniatowa, les fusillades ont duré 2 jours, tandis qu'à Majdanek et Trauniki, elles ont été menées en une seule journée. Le chiffre de 43 000 Juifs assassinés place ce massacre comme la 2e plus grande exécution de la Seconde Guerre mondiale, surpassée seulement par le massacre d'Odessa en octobre 1941, où les nazis ont assassiné plus de 50 000 Juifs. Reprenant le soulèvement du ghetto de Varsovie, la résistance juive parvint à contrecarrer les plans des forces allemandes. Alors que les nazis prévoyaient de liquider et de détruire le ghetto en 3 jours grâce au soulèvement du Zob et du ZZW, les combats durèrent un peu moins d'1 mois, du 19 avril au 16 mai. Même après la fin du soulèvement, des Juifs, cachés parmi les ruines, continuèrent d'attaquer les patrouilles et les troupes auxiliaires allemandes. Le soulèvement du ghetto de Varsovie a marqué durablement l'histoire de la guerre. Outre le plus grand soulèvement, il fut aussi le mouvement de résistance juive le plus important, devenant le premier soulèvement urbain en Europe depuis l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Il inspira également d'autres actes de rébellion, dans les ghettos de Białystok et de Minsk, ainsi que dans les camps d'extermination de Treblinka et de Sobibor. Tous ces mouvements furent inspirés par les événements de Varsovie. L'un des chefs de la résistance, dont l'identité demeure inconnue, s'interrogea sur l'impératif de se battre, même s'il savait qu'il serait vaincu. « Nous nous considérions comme des Juifs clandestins, condamnés à un destin tragique. Notre heure était venue. Il n'y avait aucun espoir ni aucune chance de sauvetage. Nous devions nous battre. » Ces mots résument un acte de courage. Les Juifs du ghetto de Varsovie ne se battaient pas simplement pour survivre. Ils se battaient pour prouver qu'ils ne mourraient pas sans avoir d'abord prouvé leur valeur, qu'ils ne mourraient pas en vain. Quand l'art et l'histoire de la Pologne ont été enlevés par les nazis. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs polonais subirent des dommages irréparables, non seulement matériels, mais aussi émotionnels et spirituels. Les Allemands les spolièrent de leur culture et de leur quotidien. Tout cela était rigoureusement calculé et s'inscrivait dans le plan général Ost, qui prévoyait, outre les fusillades et les annihilations, la colonisation et la germanisation des différents territoires occupés. Les principaux artisans de ce changement furent Hans Frank, gouverneur du gouvernement général de Pologne, et Joseph Goebbels, ministre nazi de la propagande. Convaincus que la Pologne ne méritait pas d'être considérée comme une nation cultivée, ils interdirent, dès l'occupation du territoire polonais, les cinémas, les théâtres, la radio, la presse en général, l'éducation et même les cabarets. Au lieu de cela, ils les forcèrent à regarder des films mettant en avant les réalisations du Troisième Reich et s'adressèrent à eux par mégaphone.
Ils fermèrent rapidement la rédaction du seul journal en langue polonaise du pays, tandis que des intellectuels furent arrêtés. En 1940, toutes les activités culturelles furent placées sous le contrôle exclusif du département de l'éducation populaire et de la propagande, rebaptisé plus tard département principal de la propagande. Seuls les spectacles de piètre qualité, à caractère érotique ou pornographique, furent autorisés, afin de montrer au monde non seulement la prétendue qualité de la culture polonaise, mais aussi d'éviter de croire à un manque d'expression culturelle dans le pays. Les hommes d'Hitler convoquèrent divers critiques étrangers pour évaluer la qualité des spectacles. Quelques mois plus tard, les livres en langue polonaise furent interdits. Les publications furent interrompues et la plupart des titres existants furent censurés. Pendant ce temps, les Allemands, supervisés par les Einsatzgruppen, la Haupttreuanstelle, l'Ost et la SS Ahnenerbe, pillèrent des objets d'art et les emportèrent en Allemagne. En 1942, selon les données du gouvernement nazi, 90% des œuvres d'art polonaises se trouvaient en Allemagne. Certaines de ces œuvres furent exposées au Führermuseum de Linz, en Autriche. On y trouvait des œuvres de Léonard de Vinci, Raphaël, Rembrandt et d'autres. Ils volèrent plus de 500 000 œuvres d'art, dont près de 3 000 tableaux de peintres européens, 11 000 de peintres polonais, 1 400 sculptures, 75 000 manuscrits, 25 000 cartes et 90 000 livres. Ils s'emparèrent même d'animaux exotiques dans des zoos. Au fil des mois, des centres d'apprentissage et de culture tels que les universités, les écoles, les bibliothèques, les cinémas, les théâtres et les musées polonais furent fermés ou classés nurs. Für Deutsche, allemand pour les Allemands uniquement. Il leur était strictement interdit d'entrer dans les édifices religieux, et même les Polonais étaient exclus des offices religieux. Sur les 175 musées existants en Pologne avant la guerre, seuls 105 ont survécu et seulement 33 ont rouvert au public. Sur plus de 600 institutions scientifiques, la moitié ont été détruites et très peu sont restées intactes. Pendant la Sonderaktion, après l'opération de Cracovie, l'opération contre les professeurs et les universitaires de l'université Jagiellon et d'autres universités de Cracovie et le massacre des professeurs de Lwów, la Pologne a perdu une grande partie de ses professionnels. Au cours de la guerre, elle a perdu la moitié de ses médecins et dentistes, une grande partie de ses avocats, près de 25% de ses enseignants et 20% de son clergé. Les Polonais se sont retrouvés presque démunis, mais ils ont continué à lutter pour leurs droits et leur liberté. Armia Krajowa, la force cachée de la Pologne. Plusieurs années avant la création du ZOB et du ZZOE, une organisation de résistance cherchait à s'opposer au pouvoir allemand. Le 27 septembre 1939, un groupe d'officiers de la résistance polonaise forma la Służba, à deux mains Polski, qui signifie en français « Service pour la victoire de la Pologne ». En janvier 1940, le ZWZ Związek est issu de cette organisation. Walki Zbrojnej, Ligue de lutte armée, connue sous le nom de ZWZ, commandée par Rowecki, Groth. En 1942, son nom fut changé en Armia, Krajowa, qui signifie armée de l'intérieur. En 1943, Groth fut arrêté et son successeur fut Tadeusz Bor Komorowski. Entre 1941 et 1944, Armia Krajowa commença à se venger activement de ses envahisseurs. Ils firent dérailler près de 700 trains, firent sauter 40 ponts, perpétrèrent 25 000 actes de sabotage et menèrent 570 attaques contre les forces d'occupation. À partir de 1943, dans le cadre de la lutte armée, le groupe s'organisa en guérilla et participa à plus de 170 combats contre les Allemands. Lors du soulèvement du ghetto de Varsovie, ils jouèrent un rôle clé et contribuèrent plus tard à la libération de prisonniers et d'otages lors d'attaques contre les forces allemandes. Ils organisèrent divers raids et opérations de renseignement. Ils éliminèrent d'éminents collaborateurs nazis et des responsables de la Gestapo. Avec la Grande-Bretagne, ils mirent en place un puissant réseau d'espionnage réparti dans toute la Pologne. En toute discrétion, ils envoyèrent des messages à Londres. Là, ils furent reçus par des membres exilés de l'ancien gouvernement polonais qui les transmettaient à leur tour au service de renseignement britannique.
Les Krajowa participèrent à d'importantes opérations durant la Seconde Guerre mondiale, telles que l'opération Garland en 1942, au cours de laquelle ils sabotèrent les transports ferroviaires nazis, l'opération Belt en 1943, qui consista en une série d'attaques contre des postes frontières nazis à la frontière entre le gouvernement général et les territoires annexés par le Troisième Reich, et l'opération Tempête en 1944, basée sur une série de soulèvements nationaux visant à prendre le contrôle des villes et des zones où les forces nazies préparaient des défenses contre l'armée rouge. L'un de ces soulèvements fut le soulèvement du ghetto de Varsovie. D'autres symboles de cette opération sont l'opération Ostra Brama à Wilno et le soulèvement de Lwów contre les soviétiques. Lors du soulèvement du ghetto de Varsovie, 2 unités entièrement féminines furent créées, représentant 10% de l'Armia. Les Krajowa étaient des femmes, unités de démolition et unités des égouts. Nombre d'entre elles participèrent à la résistance de Varsovie en tant que personnel médical, servant comme infirmières, médecins, brancardières ou messagères. À la fin du soulèvement, 5000 femmes étaient mortes et 2000 étaient emprisonnées. La plupart furent envoyés au Stalag 6, Camp d'Oberlangen. Krajowa était l'une des équipes qui, face à l'adversité, s'est battue sans abandonner. Halfront Armée populaire. Un autre groupe de résistance polonais était le Armia Ludowa, créé dans la dernière ligne droite de la guerre en 1944. Quelques années plus tôt, un mouvement appelé Guardia avait commencé à se former. Ludowa, qui signifie « garde populaire », était parrainé par des communistes polonais exilés en Union soviétique. Le 1er novembre 1944, le Conseil national d'État l'officialisa et fournit troupes et armes. Grâce à cette collaboration, le nombre de ses membres passa rapidement de 10 000 à 40 000. Ludowa était composé d'officiers de l'armée rouge, de partisans et de civils polonais d'affiliation communiste. Ses effectifs étaient inférieurs à ceux de l'Armia Krajowa, mais l'aide matérielle soviétique était importante pour disposer de ressources d'armement plus importantes. Quoi qu'il en soit, Armia Krajowa était mieux structurée et ses hommes avaient une plus grande discipline. Armée Ludowa, aussi connue sous le nom d'AL, a participé à 900 opérations, tué plus de 20 000 Allemands, fait dérailler 350 trains et détruit près de 80. Cependant, ces chiffres ont été contestés, la propagande communiste d'après-guerre en République populaire de Pologne ayant exagéré ces exploits. Selon l'historien polonais Piotr Gontarczyk, seulement 5 à 10% des actions de l'AL ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. De plus, les Allemands tués n'étaient pas tous membres des forces armées, mais plusieurs d'entre eux étaient des civils. L'historien américain d'origine polonaise Mieczysław Biskupski a mentionné qu'AL accordait plus d'importance à la lutte contre Armia Krajowa, était plus hostile aux soldats allemands. En fait, elle affirme qu'il téléphonait anonymement à la Gestapo pour dénoncer les agissements des Allemands. Krajowa. 500 hommes appartenant à la AL furent envoyés dans le ghetto de Varsovie pour combattre les Allemands. Au fil des mois, Armia Ludowa perdit le soutien soviétique et se lança dans le pillage pour s'emparer d'armes, de troupes et de fournitures. Elle réquisitionna également des églises et des manoirs pour survivre. En février 1944, à l'époque où il s'appelait encore Guardia Ludowa, ils ont saisi un important dossier de l'armée Krajowa et le confisqua. Le reste fut remis à la Gestapo. 7000 hommes furent faits prisonniers. Les rebelles de Varsovie. En plus de participer activement au soulèvement du ghetto de Varsovie, Armia Krajowa a joué un rôle déterminant dans le soulèvement de Varsovie. En 1944, les autorités polonaises en exil et les dirigeants de l'Armia les Krajowa doutaient d'un éventuel soutien de l'Union soviétique et comprenaient qu'ils devraient se défendre seuls contre l'attaque allemande. Un an plus tôt, lors du massacre de Katyn, l'armée rouge avait clairement manifesté ses intentions en assassinant des milliers d'officiers polonais. Ces derniers mois, ils avaient observé la collaboration des hommes de Staline à la libération d'autres pays européens et compris que Staline ne chercherait pas à restaurer la démocratie en Pologne, mais plutôt à instaurer une nouvelle occupation soviétique. C'est pourquoi, depuis son exil, le gouvernement polonais a ordonné l'Armia Krajowa, qui avait pour mission de libérer la Pologne avant l'arrivée de l'armée rouge.
Le 13 juillet 1944, les forces soviétiques atteignirent l'ancienne frontière polono-soviétique. Les hommes de l'Armia les Krajowa savaient que l'Union soviétique les avait accusés de collaboration avec les nazis et les avait qualifiés de lâches. Ils avaient également le précédent du soulèvement de Vilnius, au cours duquel des membres de l'Armia les Krajowa capturés finissaient par être exécutés ou prisonniers dans les goulags soviétiques. Le 27 juillet, Hans Frank ordonna à 100 000 Polonais de construire de nombreuses fortifications dans divers quartiers de Varsovie. Les dirigeants de l'AK percevaient cette action comme un moyen de démanteler la résistance. C'est pourquoi ils persuadèrent les civils de désobéir à l'ordre. Parallèlement, la propagande soviétique continuait de discréditer l'Armia Krajowa, les accusant de ne pas vouloir se battre et d'attendre sans rien faire que l'armée rouge leur rende leur liberté. Le lendemain, les premières troupes soviétiques étaient positionnées sur les rives de la Vistule pour combattre les Allemands lors de la bataille de Radysmine. Craignant que les Allemands ne découvrent que les civils polonais avaient désobéi à leur demande de fortification, l'AK décida d'accélérer le soulèvement et, le 1er août 1944, commença la mobilisation. L'armée polonaise comptait 50 000 hommes, femmes et enfants. Parmi eux se trouvaient 23 000 vétérans qui n'avaient aucune expérience de soldats réguliers, mais plutôt de partisans. Parmi eux figuraient non seulement des membres de l'Armia Krajowa, mais d'autres groupes de partisans indépendants répondirent à l'appel, dont des Juifs qui avaient réussi à s'échapper du ghetto de Varsovie. Organisés en 8 zones, ils disposaient de l'armement suivant: 1000 fusils, 60 mitraillettes, 1700 pistolets, 300 pistolets automatiques, 25 000 grenades, 35 armes anti-chars et 7 mitrailleuses. Outre cet arsenal, les alliés occidentaux livrèrent diverses armes à Varsovie. Durant les combats, les usines purent stocker 300 pistolets automatiques, 150 lance-flammes, 40 000 grenades, un grand nombre de mortiers et une voiture blindée. Du côté adverse, 16 000 Allemands étaient prêts à résister, tandis que 90 000 autres soldats étaient stationnés dans diverses régions autour de Varsovie. Le soulèvement eut lieu le 1er août. Les forces allemandes apprirent les plans de l'ennemi par une femme civile polonaise. Bien qu'elle n'ait pas eu le temps d'élaborer une stratégie, les troupes nazies réussirent à se mobiliser pour empêcher le soulèvement. Celui-ci connut un succès relatif dans le centre et la vieille ville, mais les Allemands s'empressèrent de le faire. Krajowa subit de lourdes pertes à Wola, le 4e arrondissement de Varsovie. À Mokotów, un quartier important de la capitale polonaise, les Allemands laissèrent les dissidents polonais sans aucune chance. À Praga, un petit quartier situé sur la rive de la Vistule, les forces polonaises furent contraintes de retourner à leur cachette après avoir découvert une forte concentration de forces ennemies. Dans ce contexte, l'issue de l'action fut décevante. Elles avaient réussi à reprendre de vastes zones, mais ne parvinrent pas à établir le contact entre elles. Ayant perdu l'initiative, l'AK n'eut d'autre choix que de construire des barricades dans toute la ville et d'adopter une position défensive. Le 4 août, 3 jours après le début des hostilités, l'armée de l'intérieur polonaise occupa de nombreuses zones. Entre-temps, le général d'armée allemand Erich von Dembach-Zelewski reçut les renforts demandés et, avec eux, s'efforça d'entrer en contact avec des groupes isolés d'Allemands. Le 5 août, l'AK parvint à occuper les ruines du ghetto. Ce jour-là, le lieutenant-général allemand Heinz Reinfeldt reçut l'ordre d'Hitler de transformer la ville en lac. Reinfeldt prit note de la demande et déclencha ce qui allait devenir le massacre de Wola, qui dura jusqu'au 8 août et fit, selon diverses sources, entre 40 000 et 100 000 morts. Par ce type d'action, les nazis pensaient démoraliser leurs ennemis et les forcer à se rendre. Cependant, l'armée de l'intérieur comprit ce massacre différemment. Voyant que tous les prisonniers étaient tués sur le coup, sa volonté s'accrut, car elle n'avait d'autre choix que de tuer ou d'être tuée. Les commandants allemands en prirent note et, après un délai raisonnable, traitèrent les détenus comme des prisonniers de guerre. Le 5 août, des dizaines de chars allemands entrèrent dans la ville, agrippés à des civils polonais comme boucliers humains. Après 2 jours de combats acharnés, l'armée allemande parvint à couper le quartier de Wola en 2 et à atteindre la place Bankowy. Entre le 9 et le 18 août, de violents combats éclatèrent entre nazis et polonais, ensanglantant toute la vieille ville et les environs de la place Bankowy.
La Luftwaffe bombarda des hôpitaux arborant des drapeaux de la Croix-Rouge, comme elle l'avait fait lors de l'invasion de la Pologne, tuant des centaines de médecins et d'infirmières. Fin août, les Polonais durent se retirer de la vieille ville. Le 2 septembre, près de 6000 hommes et femmes se retirèrent par les égouts, qui constituaient alors un important moyen de communication et de transport pour la résistance. Avec l'arrivée des bombardiers allemands et du supercanon Mörser-Gerät Ziu, un mortier de siège automoteur, la défaite de la résistance était assurée. Pendant ce temps, les membres de l'AK regardaient avec tristesse des dizaines de bâtiments être démolis. La Pologne sous le poing soviétique. Tandis que la Pologne souffrait sous la puissance des forces hitlériennes, elle était également humiliée par l'armée rouge et le gouvernement soviétique. Le 28 septembre 1939, suite à la signature secrète du pacte Molotov-Ribbentrop, les soviétiques commencèrent à commettre des exactions similaires à celles de leurs futurs ennemis, les Allemands. Sur le plan territorial et géopolitique, la Lituanie, autrefois souveraine, passa sous contrôle soviétique sous le nom de République socialiste soviétique de Lituanie. Ainsi, la ligne de démarcation qui traversait le centre de la Pologne fut déplacée vers l'est, accordant au Troisième Reich une plus grande part du territoire polonais. De son côté, l'Union soviétique s'empara des terres situées à l'est des rivières Pise, Narew, Bug et San. Ce territoire couvrait environ 200 000 km² et comptait près de 14 millions d'habitants. Il est important de noter qu'à aucun moment l'Union soviétique n'a officiellement déclaré la guerre à la Pologne et, dès le début de l'invasion, elle a cessé de reconnaître l'État polonais comme tel. Les soviétiques ne considéraient pas les militaires polonais comme des prisonniers de guerre, mais plutôt comme des rebelles contre le nouveau gouvernement soviétique. Initialement, plus de 250 000 prisonniers de guerre polonais furent capturés dans les régions frontalières par le NKVD pendant et après l'invasion. La situation de ces captifs était incertaine et désespérée car l'Union soviétique n'avait signé aucune convention internationale sur les règles de la guerre, ce qui leur refusait tout statut juridique. Les officiers capturés étaient soit tués, soit envoyés au goulag soviétique. Lors du massacre de Katyn, cette même police secrète extermina environ 22 000 Polonais. Tout au long de l'invasion, les soviétiques exécutèrent des dizaines de milliers de prisonniers de guerre polonais. Staline et les autres autorités soviétiques accusèrent l'État polonais d'avant-guerre de crimes contre la Révolution. Une fois au pouvoir, ils procédèrent donc à l'arrestation d'un grand nombre d'intellectuels, d'anciens fonctionnaires, d'ecclésiastiques, d'hommes politiques et de scientifiques. Ils emprisonnèrent également des citoyens ordinaires considérés comme une menace pour le régime soviétique. Au cours des 2 premières années, les prisons comptaient environ 500 000 Polonais. Parmi les personnes arrêtées figuraient les anciens premiers ministres Leon Kozłowski et Aleksander, Przystor, Stanislas Grabski et Stanislaw Glabinski. Des journalistes et des poètes de renom, comme Władysław, furent également privés de leur liberté. Broniewski, Alexandre Watt, Leopold Lewin, Tadeusz Peiper, Théodore Parnicki, Marian Tchouchnovski et Anatole. Les procès-spectacles étaient à l'ordre du jour et plus de 65 000 Polonais finirent derrière les barreaux par ce moyen. Dès le début de l'occupation, l'armée rouge sema la confusion parmi les habitants de la Pologne. Elle fit rapidement courir le bruit que son arrivée les protégerait et les sauverait de la menace nazie. L'avancée soviétique surprit toutes les communautés polonaises et leurs dirigeants respectifs, qui n'avaient pas été informés de la manière de réagir à une invasion bolchevique. Au départ, Polonais et Juifs préférèrent le régime soviétique au régime allemand. Cependant, les forces de Staline leur prouvèrent qu'elles n'étaient pas plus clémentes que les hommes d'Hitler. Elles pouvaient se montrer tout aussi hostiles et destructrices, quelles que soient les idéologies en jeu. Les soviétiques lancèrent leur plan de confiscation, de nationalisation et de redistribution des biens polonais, tant publics que privés. Outre la réquisition de tout type de biens, ils confisquèrent également les denrées alimentaires. Le NKVD, à son tour, lança un programme de réforme agraire au cours duquel les propriétaires de vastes étendues de terres furent qualifiés de kulaks et donc dépossédés. Ces terres furent distribuées aux paysans et aux personnes à faible revenu. Cependant, ils lancèrent également un processus de collectivisation forcée. Cette action annula tous les acquis politiques obtenus avant la réforme agraire. Mais la situation persistait en Pologne.
Outre les peines de prison, les déportations étaient monnaie courante. Rien qu'au cours des 2 premières années, 100 000 Polonais subirent cette cruauté. Les prisons devinrent surpeuplées et les détenus furent accusés d'activités anti-soviétiques. Les villes de la région furent remplies de prisons de fortune créées par le NKVD. Les prisons furent débordées et les envahisseurs n'eurent d'autre choix que d'en construire de nouvelles. Environ 1 million de Polonais furent envoyés en Sibérie, dont 55% de femmes qui y subirent des violences sexuelles brutales et atroces. Un grand nombre de déportés aboutirent également dans le kraï de Khabarovsk et au Kazakhstan. Parallèlement, l'identité polonaise perdait de sa valeur. Le gouvernement soviétique ne s'appuyait pas sur des fondements racistes pour élaborer ses politiques. Au contraire, il cherchait à inculquer l'idéologie soviétique par des mesures staliniennes. L'objectif ultime était de parvenir à la soviétisation complète du territoire, ainsi qu'à la russification de la région. Il cherchait à diffuser la langue et la culture polonaise dans les pays conquis. Le 22 octobre 1939, des élections échelonnées furent organisées pour les soviets suprêmes au sein du corps législatif. Le résultat signifia l'annexion de la Pologne orientale par l'Union soviétique. Par la suite, les institutions publiques polonaises furent démantelées et fermées, pour être rouvertes sous la supervision de superviseurs nommés par les soviétiques. Certains établissements culturels et éducatifs, comme l'université de Lviv et d'autres écoles, rouvrirent rapidement, mais commencèrent à fonctionner comme des institutions soviétiques. La langue et la littérature russe étaient des matières obligatoires. Ces mesures visaient à éradiquer la langue polonaise, exclue de l'enseignement ordinaire. Progressivement, les universités de Kharkiv, Kiev et Lviv ouvrirent leurs portes. Le plan de soviétisation progressa sans relâche, atteignant son objectif. Toute trace de l'histoire polonaise ou tout élément ayant marqué l'État polonais fut complètement effacé. Le 21 décembre 1939, la monnaie polonaise fut retirée de la circulation et remplacée par le rouble soviétique. Cela signifiait que l'épargne et les dépenses immédiates des Polonais étaient annulées. L'État soviétique prit le contrôle de toutes les entreprises. En revanche, l'agriculture fut collectivisée. Les médias passèrent aux mains de Staline et de ses hommes. Tous les partis politiques et organisations similaires furent démantelés. Seul le Parti communiste put subsister. De plus, toutes les religions étaient censurées, y compris les synagogues, les églises et divers temples religieux. Staline nourrissait une rancune particulière envers l'État polonais et rêvait de le dominer. Il souhaitait transférer la culture et l'idéologie soviétique, éliminant ainsi tout sentiment d'appartenance polonaise. À cette fin, rappelant les tensions ethniques passées qui séparaient soviétiques et polonais, Staline et ses hommes ordonnèrent aux forces de l'armée rouge d'inciter et d'encourager la violence contre les Polonais. Ils répétèrent sans cesse qu'ils pouvaient remédier aux torts subis pendant 20 ans de domination polonaise. La Pologne d'avant-guerre était présentée comme une nation capitaliste fondée sur l'exploitation des travailleurs et des minorités ethniques. La propagande soviétique exploita ces calomnies, affirmant que le traitement injuste des non-polonais par la Deuxième République polonaise justifiait sans équivoque son démembrement. Les responsables soviétiques incitèrent publiquement au meurtre et au pillage. Comment le pacte allié a affecté l'avenir politique de la Pologne d'après-guerre? Le 30 juillet 1941, les Polonais et les Soviétiques établirent des relations diplomatiques par l'accord Sikorski-Maïski, signé à Londres. C'est là que le Premier ministre polonais Władysław Sikorski et l'ambassadeur soviétique au Royaume-Uni, Ivan Maïski, discutant des conditions, scella le pacte. Suite à l'opération Barbarossa, l'invasion allemande de l'Union soviétique, qui débuta le 22 juin de cette année-là, Staline eut un besoin urgent de l'aide des pays combattants ou s'opposant simplement à la nation hitlérienne. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Anthony Eden, contacta Sikorski pour entamer des négociations avec Maïski et rétablir les relations diplomatiques. Après la signature, une alliance militaire supplémentaire entre les deux forces fut conclue le 14 août à Moscou. En conséquence, Staline déclara nuls et non avenus les pactes qu'il avait précédemment signés avec l'Allemagne nazie, qui comprenaient des accords et des concessions entre les deux nations. Il accepta également l'invalidation du partage de la Pologne et la libération de dizaines de milliers de prisonniers de guerre polonais détenus dans divers camps soviétiques. Le 12 août, les citoyens et prisonniers polonais furent amnistiés.
Peu après, ils formèrent de nouvelles forces militaires connues sous le nom de Armée Anders, supervisées par le général Władysław Anders. Cependant, les relations entre les deux pays restèrent tendues, le sort de nombreux Polonais demeurant inconnu. Cette situation perdura pendant 2 années supplémentaires. En 1943, l'Union soviétique et la Pologne rompirent leurs relations et maintinrent leur hostilité, refusant de procéder à une expertise indépendante des fosses funéraires de Katyn récemment découvertes. En juin 1944, les déportations se poursuivirent. Près de 40 000 soldats et fonctionnaires de l'État polonais clandestin refusèrent de rejoindre l'armée rouge. 1 an plus tard, 50 000 autres personnes furent déportées vers des camps de travail forcés. À l'automne 1944, près de 25 000 combattants polonais de la résistance, dont 300 officiers supérieurs, furent capturés par des unités du NKVD et des groupes opérationnels du Smerch et déportés vers les goulags. En 1945, les forces allemandes commencèrent à être repoussées vers l'ouest. La souveraineté officielle de la Pologne fut rétablie par le gouvernement provisoire de la République de Pologne. Cependant, le pays resta sous occupation militaire, contrôlé par le groupe des forces soviétiques du Nord pendant de nombreuses années. Entre 1944 et 1946, des milliers de combattants indépendantistes polonais s'opposèrent farouchement au nouveau régime communiste. Sans crainte de représailles, ils attaquèrent les bureaux nationaux du NKVD, du Smerch et des services secrets communistes polonais. Des dirigeants politiques furent enlevés par l'Union soviétique puis interrogés sous la torture. Ils furent ensuite emprisonnés. Aucun d'entre eux ne survécut. Parallèlement, près de 600 personnes furent tuées lors du raid d'Augustów, une opération militaire soviétique contre les partisans polonais et les sympathisants anticommunistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période, les viols de femmes augmentèrent fortement, notamment dans les régions mixtes polono-allemandes comme la Silésie, la Mazurie et la Poméranie. Des femmes revenant du travail forcé en Allemagne furent agressées sexuellement par des soldats soviétiques. L'Union soviétique a continué d'exercer le pouvoir en Pologne jusqu'en 1991, après la guerre froide. À cette époque, les citoyens polonais ont recouvré leur liberté et la République de Pologne a recouvré son indépendance. C'est tout. À la prochaine.